En direct sur l'Ilmod. Erev Tov, et oui, on dit Erev Tov, puisque Yud Zayin Betamuz, ça s'écrit également Tov. Tov, vous faites un petit peu de calcul, ça fait 9 plus 6, plus Bet, ça fait 17. On sort du 17 Tammuz, Erev Tov, et on se retrouve ce soir avec Laura Velikling pour continuer à apprendre l'étude. Et ce soir, tu veux nous parler d'un tzaddik, d'une enquête toute spéciale sur les Bnot Tzelophrad. On va parler donc d'un bonhomme qui a une réputation un petit peu ambiguë. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est de lui que je veux parler parce qu'il semblerait que ce qui lui est arrivé, en fait, a des répercussions sur notre manière à nous de concevoir un certain nombre de principes et de principes importants en général et également pour l'époque qu'on est en train de vivre en particulier. Alors, je veux parler donc de Tzlophrad, qui est l'un de ces personnages centraux de la fin du livre de Bamidbar, c'est-à-dire que nous sommes dans la 40e année. Nous sommes dans la 40e année, on va rentrer bientôt en Eretz Israël. Il s'agit donc d'une nouvelle génération, la génération de ceux qui sont nés dans le désert ou alors de ceux qui étaient vraiment très petits au moment de la sortie d'Égypte. Et il se passe donc un certain nombre de choses depuis la parashat Choukat. Il se passe un certain nombre de choses. Et à un moment, on s'aperçoit que les filles d'un monsieur qui s'appelle Tzlophrad ont quelque chose à dire et elles le disent devant toute l'assemblée. Alors, je ne sais pas, Yohan, si tu as pu réussir à nous préparer les mécorotes. Voilà, très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il force, ce Yohan. Moi, je lui envoie des petits trucs pourris et lui, il me fait un truc. Oh là là, dis donc, quand la cavode. Avant de commencer, je vais quand même dire qu'on la cavote pour ceux qui nous regardent depuis la France, puisqu'ils sont encore en train de jeûner, miskénim, alors que nous, on a fini, quoi. Hein, on a pris le café, le petit gâteau, tout ça. Mais en fait, on leur a déjà dit à plusieurs reprises que la France n'était pas un pays pour les Juifs, et puis voilà, c'est bien ce qu'on disait. Donc, Vatikravna, Bnot Tzlophrad, Ben Chefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menaché, Ben Mishpechot, Menaché, Ben Yosef. Tu m'en dis, attends, alors là, franchement, pour une présentation, c'est une présentation. Donc, les filles de ce fameux Tzlophrad, qui lui-même était, figurez-vous, le fils de Chefer, enchanté. Chefer lui-même était le fils de Gilad, Naïmod, qui lui était le fils de Machir, sans blague, et Machir, lui, c'était le fils de Menaché. Et pour ceux qui ont la mémoire courte, Menaché, c'est le fils de Yosef, l'un des fils de Yosef. C'est quand même curieux, vous avouerez avec moi que c'est quand même curieux comme présentation. Normalement, quand on vous appelle au Sefer Torah, eh bien, on vous dit Reuven ben Shimon, et puis voilà, quoi. À la rigueur, si vous êtes Lévi, on rajoutera à Lévi, comme si on a la tribu aussi, et puis c'est tout. Et là, franchement, c'est quand même très, très curieux qu'il faille remonter tout l'arbre généalogique jusqu'à Menaché ben Yosef. Et on garde cette question quelque part au fond de notre cerveau. Et on continue le verset. Ve'ele shmot bnotav, et voici le nom de ses filles. Donc, il se trouve que Tzlophrad n'avait que des filles. Il en avait 5, mais c'était que des filles. Okay, vous avez ici le nom des filles en question. Donc, si un jour vous avez des filles ou des petites filles, vous avez ici toute une liste de noms que vous pouvez utiliser gentiment. C'est vrai que quand il y a des filles, on se pose toujours des questions, comment est-ce qu'on va l'appeler? On veut que ce soit à la fois tanachique et à la fois moderne, en général. Et ici, vous avez une liste de 5 noms. Alors, Machla, Tov, Machla a déconseillé quand même. Machla, ça rappelle un petit peu trop la maladie, donc on va laisser ça de côté. Par contre, vous avez la deuxième, qui s'appelle Noah. Alors, Noah, Dafka, c'est très à la mode en ce moment en Israël, Noah. Je crois que c'est l'un des prénoms les plus usités. Donc, Machla, Noah, Chogla, bon, on laisse tomber aussi, c'est pas terrible. Milka, alors Milka, ça fait un petit peu chocolat au lait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Milka, ça fait un petit peu, vous voyez, un petit peu vache laitière, mais bon. Betirsa, alors Tirsa, c'est très populaire en Israël en ce moment aussi. Donc, vous avez 5 filles, très bien, qui sont de la tribu de Ménaché, fils de Yosef.
ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. Ça aussi c'est curieux. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן. Donc elles comparaissent devant Moshe et devant Elazar à Cohen. Elazar, c'est le Cohen Gadol. Hein. Vous allez me dire pourquoi pas Aaron? Ben parce qu'il est mort, il vient de mourir. Donc c'est son fils Elazar qui le remplace. Et donc elles comparaissent devant Moshe, devant Elazar le Cohen, Véliflé Nessim et devant les chefs des tribus. Là il y en a 12 des Nessim. Vechol Haeda et devant toute l'assemblée. Alors, toute l'assemblée, je suppose, c'était quand même pas les 600 000 personnes. Toute l'assemblée, c'est les représentants importants de l'assemblée. Et tout ça se passe Petach Ohel Moed devant la fameuse tente où Moshe écoutait la parole divine. Dites donc, qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces gens-là réunis en même temps? Moshe, Lazare, les Nessim et Chol Haeda, ça devait être une réunion importante. Le Midrash nous raconte que, figurez-vous, qu'il y avait à l'époque, c'est un peu incroyable, dans ce fameux désert, nos ancêtres souffraient de problèmes de bureaucratie. C'est-à-dire que les filles ne sont pas allées directement proposer leur cas devant tout ce monde-là, mais elles ont fait ça dans les règles de l'art, donc elles sont allées voir leur supérieur hiérarchique. Vous savez que depuis Yitro, et puis depuis aussi Moshe qui s'était plaint, il y avait une organisation, un organigramme, il y avait des responsables de 10, de 100, de 1000, etc. Donc elles sont allées voir les responsables. Le responsable leur a dit, c'est pas nous qui nous occupons de ce problème, c'est un problème qui nous dépasse, il faut aller voir la porte à côté. Donc, elles sont allées voir le bureau d'à côté, qui, lui, leur a dit exactement la même chose, il faut aller voir le bureau d'en face, le bureau d'en face, le bureau d'en face. Enfin, quand j'ai le bureau, je parle de l'attente, bien sûr. Et finalement, elles en ont eu un petit peu marre. Et donc, dit le Midrash, elles ont attendu une occasion, on ne sait pas trop laquelle, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, une occasion où tout le monde était rassemblé, sans doute pour traiter de problèmes très importants liés à l'entrée en Eretz Israël. Et elles ont fait irruption dans la tente où il y avait tout ce monde-là réuni. Et elles ont dit, maintenant, il y en a bien un qui va nous donner la réponse. Vous ne pouvez plus vous refiler la balle l'un à l'autre. Top, très bien. Alors, c'est quoi votre question? Ben, la question est la suivante. Avinu met bamidbar. Notre père est mort dans le désert. Bon, je ne voudrais pas être mesquin, mais enfin, le mot bamidbar est quand même en trop, quoi. On s'imagine bien qu'il n'est pas mort à Las Vegas, le père des filles de Sophrad. Avinu met bamidbar, comme tout le monde, j'allais dire. Ils sont tous morts dans le désert, puisque c'est la deuxième génération. Bon, passons. Avinu met bamidbar, vehu lo haya betoch haeda hanoadim al Hashem ba'adat Korach. Et il ne faisait pas partie de la bande de Korach. Il ne faisait pas partie de la bande de Korach. Personne ne l'a soupçonné de faire partie de la bande de Korach. On ne voit pas très bien pourquoi est-ce que les filles de Sophrad sont obligées, si elles ont quelque chose à demander. Il s'avère dans un instant qu'il s'agit d'un problème d'héritage, tout simplement. Un problème d'héritage, quand il n'y a pas de garçons à la maison et qu'il n'y a que des filles, c'est un problème qui n'est pas lié obligatoirement à la vie du père qui vient de mourir. Et qu'est-ce que ça peut nous faire s'il faisait partie ou pas de la bande de Korach? Et puis de toute façon, personne ne les a soupçonnés, personne ne leur a dit votre père faisait partie de la bande de Korach. C'est très très curieux. C'est un petit peu comme si vous sortiez dans la rue, vous voyez un flic qui passe, vous courez derrière et vous dites au flic c'est pas moi qui a tué le bonhomme duquel on parle la semaine dernière. Ben, c'est un peu louche, justement. Personne ne t'a dit que c'était toi. Le fait que tu viennes et que tu dis c'est pas moi, c'est un petit peu louche. Assieds-toi et on va essayer de voir qui tu es et pourquoi ce comportement bizarre. Donc, en fait, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que les filles de Sophrad sont obligées de dire notre père ne faisait pas partie de la bande à Korach. Ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien à leur cas, et puis ça risque au contraire de créer un certain malaise finalement. Alors Rachi pose la question, vous n'avez pas Rachi, mais Rachi pose la question et Rachi répond, c'est parce qu'elles vont bientôt dire Ki bechet omed, vous voyez la suite du verset, Ki bechet omed, c'est-à-dire il est mort par sa faute. Et comme il est mort par sa faute, elle ne voulait pas, dit Rachi, que quelqu'un croie que la faute en question, ce serait la faute de Korach. C'est la raison pour laquelle elles ont donc dit, il ne faisait pas partie de la bande de Korach et il est mort par sa faute. En fait, au lieu de dire et il est mort par sa faute, il faudrait lire mais, c'est-à-dire le va, le et a le sens de cependant. Il ne faisait pas partie de la bande de Korach, cependant il est mort par sa faute. Et donc, dit Rachi, puisqu'elles vont dire qu'il est mort par sa faute, il fallait bien qu'elles précisent que ce n'était pas celle de Korach. Oui, mais moi, si je peux me permettre, j'ai une question sur Rachi. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple qu'elles ne disent ni l'un ni l'autre. Elles n'ont pas besoin de dire qu'il est mort par sa faute
et comme ça, elles n'ont pas besoin non plus de préciser que ce n'était pas celle de Korach. Bichlal, tout ça, c'est en trop, tout ça, c'est en trop. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Le sujet, c'est que notre père est mort et qu'il a que des filles. Voilà, c'est ça le sujet. Tout le reste, c'est... Vous parlez trop, mesdemoiselles, vous parlez trop, et il y a des choses que vous auriez dû, en fait, qu'il aurait été préférable de taire. On reprend le verset, regardez la suite. Donc, Avinu ben Bamidbar, notre père est mort dans le désert, Vehu lo haya betoch haeda hanoadim al Hashem ba'adat Korach, il ne faisait pas partie de la mort, d'accord, très bien, Ki bechet omet, il est mort à cause de sa faute, ou banim lo hayu lo. Et c'est le quatre derniers mots du verset, ou banim lo hayu lo, et de garçons, il n'en avait pas. Enfin, quelque chose de sensé. C'est en effet ça qu'elles auraient dû dire. En fait, si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elles auraient dû dire, si on reprend le passo guimel, on reprend depuis le début, elles auraient dû dire Avinu met ou banim lo ayulo. Point. Notre père est mort, dans le désastre par la peine, on sait, notre père est mort, il n'avait pas de garçon, et voilà. Rien n'aurait manqué à la présentation du cas si elle s'était contentée de dire ça. On ne voit pas très bien pourquoi elle parle tellement. Alors, c'est d'autant plus curieux que nos sages, dans la Gemara, en parlant des filles de Sophrad, ont cette réflexion, Bnot Sophrad chachmaniot hayu. Les filles de Sophrad étaient chachamot, étaient intelligentes. Mais comment est-ce que nos sages savent que les filles de Sophrad étaient intelligentes? Ben, sans doute en examinant la manière avec laquelle elles s'expriment. Or, on vient de lire la manière avec laquelle elles s'expriment et on a plutôt l'impression que l'intelligence est rudement bien cachée, quoi. On ne voit pas très bien où se cache cette intelligence particulière. Bon, alors je résume. Nous avons en fait deux grandes questions, trois si vous voulez. Première question, pourquoi le verset tient-il à nous présenter les filles de Sophrad en faisant remonter toute la généalogie jusqu'à Ménaché ben Yosef, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on a dit Bamidbar alors que le mot Bamidbar est superflu? Et enfin, troisièmement, pourquoi les filles de Sophrad se sont-elles obligées de raconter qu'il est mort par sa faute, mais ce n'est pas celle de Korach? Bref, si vous voulez rajouter une autre question, vous pouvez. Notamment, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort par sa faute? Nous, on a la liste de tous ceux qui sont morts dans le désert par leur faute. On a évidemment tout le répertoire. On sait très bien quelles sont les fautes qui ont été perpétrées dans le désert pendant les 40 ans. Bon, alors, ou bien vous parlez trop, ou bien vous ne parlez pas assez. Ou bien vous ne dites rien sur votre père, ou bien vous dites tout. Mais là, il est mort par sa faute avec 3 points de suspension. Mais quelle faute? Dis-le. Et si tu ne veux pas le dire, ne dis rien, quoi. Mais là, c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, cette présentation donc, du cas est une présentation un peu bizarre qui demande en tout cas que l'on s'y attache. Le verset suivant, c'est que Moshe ne sait pas quoi faire avec ce cas. C'est un cas qu'il n'y avait pas de précédent en tout cas. Et donc, Moshe dit la chose suivante. Alors, pardon, excusez-moi. Les filles continuent et disent, ce n'est pas la fin de la présentation du cas, les filles continuent et disent Lama yigara Hashem Avinu mitoch mishparto. Pourquoi donc le nom de notre père, donc Sophrad, devrait-il disparaître de la famille? En effet, vous comprenez, il y avait une sorte de contrat non dit qui était le suivant. Tous les chefs de famille qui sortent d'Égypte, tous auront le droit à une part en Eretz Israël, une part nominative. C'est-à-dire que, comme on le verra après, donc une fois que Yehoshua aura achevé la conquête d'Eretz Israël, eh bien, comme vous le savez, le pays sera divisé d'abord en 12 tribus, mais ensuite, dans chacun de ces 12 portions de territoire, il y aura des tirages au sort, et puis on divisera encore les parcelles, jusqu'à ce que chaque Bet Av, chaque chef de famille qui est sorti d'Égypte, ait son nom lié à une parcelle d'Eretz Israël. C'était ça le contrat. Vous sortez d'Égypte, vous êtes 600 000 hommes, vous sortez d'Égypte, eh bien chacun de vous a une parcelle d'Eretz Israël qui lui revient. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Au lieu de rentrer directement en Israël, ils ont fait le tour pendant 40 ans dans le désert, et donc la génération est morte. Et donc, c'est maintenant les enfants. Bon, ben ça ne change rien. C'est-à-dire que la parcelle en question qui aurait dû être attribuée à votre père sera toujours attribuée officiellement à votre père, sauf que dans la pratique, c'est vous les enfants qui en hériteront. Mais le nom de votre père sera inscrit, si vous voulez, sur le cadastre, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le tabou, sur le cadastre d'Eretz Israël. Or, Sophrad, comme il n'y a que des filles, les filles disent, regardez ce qui va se passer, on va finir par épouser des garçons. Ce n'est pas que nous, on n'aura pas de terrain, on aura un terrain, mais le terrain qu'on aura sera le terrain de nos maris.
en fait. On va hériter avec nos maris. Très bien, donc pour nous, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le nom de notre père Slofrad n'apparaîtra plus dans le cadastre. Et ça, ce n'est pas normal. Il est sorti d'Égypte comme les autres. Ce n'est pas normal que son nom n'apparaisse pas. Donc, on relit le verset. Lama yigara Hashem Avinu mitoch mishparto. Pourquoi est-ce que le nom de notre père devrait-il disparaître parmi les noms de la famille qui est l'Oben sous prétexte qu'il n'a pas de garçon? Nous, on veut avoir finalement cette portion de terre qui aurait dû être attribuée à Tsofrad. On veut l'avoir pour nous, ses filles, au même titre que nos oncles. Alors, les oncles, les frères de Tsofrad, ils ont des filles et des garçons. Les garçons vont hériter, donc les noms des frères de Tsofrad seront inscrits sur le cadastre. Et bien nous aussi, on veut que Tsofrad soit inscrit. Et si on n'est que des filles, c'est pas grave, on héritera à sa place, à la place de notre père. Qu'est-ce que tu en penses, Moshe? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, Pasouké, Vayakrem, Moshe et Mishpatan, Ifna Hashem, Moshe ne sait pas. Il n'a pas la réponse à cette question, il ne sait pas comment ça marche. Les lois de l'héritage, c'est très nouveau pour lui, il n'y a pas encore de terrain, puisqu'ils sont encore dans le désert, donc ils n'ont pas vraiment étudié le cas. Et Moshe sort son smartphone, le smartphone du désert que tout le monde connaît, et puis il a un groupe WhatsApp où il est relié directement avec Dieu. Il n'y a que Dieu et lui qui sont dans le groupe, personne, parce qu'il a d'autres groupes. Il a un groupe avec lui et Lazare le Cohen, etc. Mais là, ce groupe-là, non, c'est un groupe uniquement, il y a lui et Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il pose la question sur le groupe et il demande au patron, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et Dieu répond, va yomer Hashem el Moshe les morts, pasuk va yomer Hashem el Moshe les morts, 2 points. Ken, blot sofrat bevrot. Ben oui, elles ont raison. Elles ont raison, les filles de Sofrat. Alors évidemment, ça fera ensuite jurisprudence, c'est-à-dire en effet, c'est comme ça que ça se passera pour les lois d'héritage, s'il n'y a pas de garçons, c'est des filles. Donc, Ken, blot sofrat bevrot. Très bien, parfait. Ça ne change rien aux questions que nous avons posées. C'est pas parce que, en effet, ça se termine bien, l'histoire, qu'elles ont bien présenté le cas et qu'elles nous ont caché finalement une partie de ce qui s'était vraiment passé en disant Bechet Omet, il est mort par sa faute, sans nous préciser de quelle faute il s'agit. Tout ça, c'est assez problématique. On va, si vous voulez, commencer notre enquête par le début, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on devrait monter toute la généalogie, rapporter tous les parents, Sofra, le fils de son père, de son père, de son père, de son père, jusqu'à Ménaché ben Yosef. Alors pour ça, nous avons Rashi, figurez-vous. Et Rashi sert justement à répondre à ce genre de questions. Et Rashi dit, alors vous l'avez également, enfin Yohann s'est pu nous montrer, c'est dans le Passouk, donc les Mishpachot, Ménaché ben Yosef. Voilà ce que dit Rashi, Lama Nehemar, et pourquoi donc on est obligé de préciser tout ça? Alors là, au début, si vous voulez, Rashi pose surtout la question sur Yosef. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on devrait dire Yosef. Ménaché, ça va. Tout le monde sait que Ménaché, c'est le fils de Yosef. Ephraim et Ménaché, c'est 2 tribus de Yosef. Donc tout le monde sait ça. Donc pourquoi est-ce que tu es obligé de dire Ménaché ben Yosef, le Mishpachat Ménaché ben Yosef, ben Ménaché, une fois que tu as déjà dit fils de Ménaché, ça devrait suffire. Et là, l'Omar Lecha. Et voici la réponse. Yosef Ribeb et Haaretz. Yosef était un amant de Sion, aimait la terre d'Israël. Comment est-ce que je sais que Yosef aimait la terre d'Israël? Eh bien, parce que chez Néhéma, puisqu'il est écrit Verhalitem et Atzmotai. Yosef fait donc jurer ses frères que le jour où ils quitteront l'Égypte, même si c'est dans quelques centaines d'années, le jour où ils quitteront l'Égypte, surtout qu'ils n'oublient pas de prendre avec eux les ossements de Yosef. Il ne veut pas rester en Égypte. Il ne veut pas rester en Égypte, il veut être enterré en Eretz Israël, il sera enterré en Eretz Israël. C'est, d'après le Midrash, Moshe qui se souviendra de la promesse que Yosef avait demandé qu'on lui fasse. Et donc, au moment de la sortie d'Égypte, au moment où tout le monde pense à autre chose, finalement, il n'y aura pas que ça à penser au moment où on sort d'Égypte. Le pain n'a même pas le temps de lever. Vous pensez qu'on pense aux ossements de Yosef? Oui, Moshe, il y pense. Il va rechercher les ossements de Yosef et les ossements de Yosef feront toute la traversée des 40 ans du désert jusqu'à l'entrée en Eretz Israël où il sera finalement enterré à Shrem, que les médias français s'entêtent à appeler Naplouse. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, donc c'est à Shrem. Donc, Yosef Ribeb et Haaretz, il aimait donc la terre, sinon, qu'est-ce que ça peut lui faire? Où est-ce qu'il est enterré? Non, il aimait la terre d'Israël, puisqu'il a demandé qu'on enterre ses ossements en Eretz Israël. Uvnotav, or, ses filleules, ses petites filles, ses arrière-petites-filles, enfin les filles de Tsofrat, quoi, Ribevu et Haaretz, elles aussi, figurez-vous, sont des amoureuses d'Eretz Israël. Comment je sais? Puisqu'elles disent la Noachouza, puisqu'elles insistent tellement pour qu'elles aient une part en Eretz Israël à elles, bien à elles, au nom de leur père.
évidemment, si Eretz Israël n'est pas important pour toi, tu ne fais pas toute une histoire en dérangeant Moshe et Lazare et le bon Dieu lui-même. Et donc, Léla mettra, et donc c'est pour t'apprendre qu'il y a un rapport, si vous voulez, entre Yosef et les filles de Tsofrad. Les deux étaient amoureux d'Eretz Israël, les deux aimaient Eretz Israël. Donc en fait, on est remonté jusqu'à Yosef à cause de ça. Vous comprenez bien que ce n'est pas une explication suffisante, parce que même si c'est très joli de vouloir mettre dans le même verset le mot Yosef et les filles de Tsofrad, à cause de ce point commun, ça n'explique pas pourquoi je suis obligé de dire toute la généalogie. Vous comprenez, on aurait très bien pu dire, et Rachid aurait été content, et les filles de Tsofrad du Shevet Yosef, et puis voilà, ou du Shevet Menaché Ben Yosef, et puis voilà, tu n'as pas besoin pour ça de raconter Machir, Khefer et toute la bande. Et alors, comme Rachid est conscient que son explication ne répond pas à tout le problème, alors il continue. Regardez la suite de Rachid. Ou les la mettra, vous voyez le vav, ou les mettra, et également c'est pour t'apprendre. Chez Hayu Kulam Tzadikim. Alors, Rachid a un principe, figurez-vous, c'est que lorsque dans la Torah, et d'ailleurs dans tout le Tanakh, il arrive qu'on fasse ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire qu'au lieu de dire fils de son père, on nous dit fils de son père, de son père, de son père, de son père, et il y a toute la lignée. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Eh bien, grand principe, dit Rachid, grand principe, regarde bien les noms et essaie de repérer celui que tu connais. Il y en a toujours un que tu connais, d'accord? Eh bien, celui que tu connais, pose-toi la question, est-ce qu'il était tzaddik ou est-ce qu'il était rachat? S'il était rachat, eh bien, ça vient t'apprendre cette énumération fastidieuse, ça vient t'apprendre qu'ils étaient tous rechaïm. Et s'il était tzaddik, ça vient t'apprendre qu'ils étaient tous tzaddikim. Voilà pourquoi on remonte les généalogies pour te donner une appréciation sur toute la lignée. Et la mettra, et c'est pour t'apprendre, chez Hayu Kulam Tzadikim, qu'ils étaient tous tzadikim. Chez Kolmi, chez Maasav ou Maasav Otav Stumim. Parce que tout celui que tu ne sais pas très bien comment il est, et ses parents également, tu ne sais pas très bien quel genre de parents c'est, Stumim. Ou Piret Techa Katuv Echad Mehem. Et pour l'un d'entre eux, tu as l'explication, les Yechasol et Shevach, pour te dire que c'est un type bien. Eh bien, ça vient t'apprendre à Rezé Tzadik Ben Tzadik, qui sont tous fils de Tzadikim. Et si par contre, dans la liste, tu as quelqu'un que tu sais très bien que ce n'est pas un type très recommandable, par exemple, dans le verset de Melachim, Yishmael ben Netanya ben Ilshama, Beyadoua Shekol Iskarim Reshaim, Hayou, ça vient t'apprendre qu'ils sont tous des Reshaim. Autrement dit, la raison pour laquelle on a mentionné Yosef, c'est pour mettre en évidence le fait que et les filles de Tsofrad et leur aïeul Yosef sont des amoureux d'Eretz Israël, très bien. Et la raison pour laquelle on a raconté toute la généalogie entre Yosef et les blancs de Tsofrad, c'est pour te dire qu'ils étaient tous quoi? En l'occurrence, Tzadikim ou Reshaim? Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que tu connais au moins. C'est qui? C'est Yosef. Et Yosef, il était quoi? Tzadik, bien sûr. C'est comme ça qu'on l'appelle, Yosef à Tzadik. Yosef était Tzadik. Si Yosef est Tzadik, ça viendra d'après le principe de Rashi, ça viendra t'apprendre qu'ils sont tous des Tzadikim. Et c'est là que tu dois normalement poser la question, mais Rashi, ce n'est pas possible de dire un truc pareil. Il y en a au moins un dans la liste qui n'est pas Tzadik, qui Tzlofrad, puisque les filles elles-mêmes témoignent à son propos qu'il est mort par sa faute. Mais s'il est mort par sa faute, c'est qu'il a fait une faute grave pour laquelle il a été tué. On ne fait pas de condamnation à mort chez nous à la légère. Donc, si on l'a condamné à mort et c'est qu'il est mort par sa faute, c'est donc que c'est certainement pas un tzaddik. Alors, comment est-ce que Rachid peut dire, ça vient t'apprendre qu'ils sont tous tzaddikim, alors que dans la liste, il y a Tzofrad qui apparemment n'en est pas? C'est une grande question. C'est une grande question. Et alors, avant de répondre à cette question, on va en poser encore une autre, mais je vous assure, c'est la dernière, parce que là, ça commence à bien faire, et on va arriver aux réponses finalement. On va poser une dernière question. Vous vous rappelez, on s'était demandé, mais Tzofrad, finalement, c'était quoi sa faute? Et c'est quoi sa faute? Eh bien, figurez-vous que nos sages du Talmud ne sont pas d'accord à propos de la question quelle était la faute de Tzofrad? Il est mort par sa faute, quelle faute? Quelle faute? Alors, il y a deux explications dans la Gemara. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils savent en fait, on donne des réponses à la question, donc personne ne dit je ne sais pas, non, et on sait, sauf qu'on n'est pas sûr. Donc il y a deux possibilités. Alors regardez la Gemara, on va demander à Yohan de nouveau de nous faire le coup du Makor, de la source, très bien. Alors la Gemara sont dans la Sechet Shabbat, à la page Sadik Vav et un mot de bête. Et voilà ce que disent nos sages. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné.
Mekoshesh, c'est Tzlofran. Celui qui est allé couper du bois le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de couper du bois le jour du Shabbat, c'était Tzlofran. Alors, je vous rappelle pour ceux ou celles qui ont un petit peu oublié, il y a quelques semaines seulement, dans la paracha de Shlach Lecha, on nous a raconté l'histoire d'un bonhomme dont on ne savait pas le nom, on a dit simplement Ish, un bonhomme, qui est allé couper du bois le jour du Shabbat. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le bonhomme? Eh bien, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, n'est-ce pas? Et quand on transgresse le Shabbat et qu'on a malchance d'avoir un Sanhédrin à côté, surtout si le Sanhédrin c'est celui de Moshe Rabbeinu lui-même, alors figurez-vous qu'on est condamné à mort, tout simplement. Alors le bonhomme a été donc jugé, on ne savait pas trop comment est-ce qu'il fallait le tuer. Bon, finalement, on a appris de quelle mort normalement doit mourir le bonhomme qui transgresse le Shabbat de manière en public et de manière consciente, et le type est mort. Voilà, fin de l'histoire, tant pis pour lui, il a transgressé le Shabbat, il est mort, on n'en parle plus, c'est le Mekoshesh, le fameux Mekoshesh Etzim, celui qui a coupé du bois pendant le Shabbat. Alors, nos maîtres ont enseigné, Mekoshesh, celui qui a pris le bois pendant le Shabbat, Zet Sofran, en fait, c'était Sofran. Donc, quand les filles, elles disent, il est mort par sa faute, de quelle faute parle-t-elle? Elle parle de la transgression du Shabbat par le Mekoshesh. Et d'ailleurs, nous avons une preuve dans le verset. Alors, une preuve dans le verset, ce n'est pas vraiment une preuve que vous allez voir, mais en tout cas, c'est une super allusion. Il est vrai que dans le passage concernant le Mekoshesh Etzim, la paracha de Shlach Lecha, la paracha du Mekoshesh commence comme ça. Vayu ben Israël bamidbar, et les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et là, également, on pourrait être mesquin et poser la question, mais enfin, qu'est-ce que ces mots viennent nous apprendre? Et les enfants d'Israël étaient dans le désert. On est en plein milieu du livre qui porte le nom de Bamidbar, du désert. Ça fait donc maintenant 40 ans pratiquement, je ne sais pas 40 ans, mais ça fait en tout cas 2 livres et demi qui sont dans le désert. Ça vient nous apprendre quoi? De commencer l'histoire du Mekoshesh Etzim par Vayu ben Israël Bamidbar, ils étaient dans le désert. Eh bien, ça vient pour une Gzera Shava. Une Gzera Shava, c'est cette manière d'interpréter la Torah qui fait que lorsque tu trouves un mot dans un passage et le même mot dans un autre passage, qui a priori n'a rien à voir, mais ces deux mots où l'un des deux est superflu, eh bien, le fait de les trouver dans 2 passages différents, c'est pour t'apprendre l'un sur l'autre. Je m'explique, vous allez voir d'ailleurs, c'est dans le texte. C'est donc écrit à propos du Mekoshesh, à propos de celui qui a pris le bois dans le désert, c'est écrit Vayu ben Israël Bamidbar, ils étaient dans le désert, etc. Ou les Halan Omer, et à propos des filles de Sofrat, il est écrit Avinu met Bamidbar, notre père est mort dans le désert. Eh bien, le mot désert et le mot désert revient donc 2 fois. Dans les 2 cas, c'est en tronc, et ça vient t'apprendre que ce qui est vrai pour l'un, c'est vrai pour l'autre. C'est-à-dire que de la même façon qu'avec les filles de Sofrat, il s'agissait de Sofrat, de la même façon, avec l'histoire du Mekoshesh, il s'agit de Tzlofran. On appelle donc une Gzera Shava, on apprend d'un qui est en trop, a priori. Qui nous raconte cette jolie Gzera Shava? Qui nous raconte tout ça? Eh bien, c'est Rabbi Akiva. Pas plus, pas moins. Rabbi Akiva lui-même. Divrei Rabbi Akiva, nous dit le texte. Ça, c'est Rabbi Akiva. Donc, pour Rabbi Akiva, pas de doute, Tzlofran, c'est le Mekoshesh Etzim. Amar le Rabbi Yehuda ben Betera. Et à ce moment-là, est venu Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit à Rabbi Akiva, Akiva. Oui, parce que quand ils s'engueulaient un petit peu, ils n'étaient pas d'accord, alors tout d'un coup, il l'appelait Akiva et non pas Rabbi Akiva. Ça arrive assez souvent dans le Talmud. Akiva, ok. Ben kach ou ben kach, ata atid liten et hadin. De toute façon, tu seras un jour amené à rendre des comptes pour ce que tu viens de dire. Chaque fois qu'il y a un passage comme ça dans le Talmud à propos de Rabbi Akiva, à cause de ça, tu devras un jour rendre des comptes. Moi, ça me fait toujours des frissons parce que nous connaissons tous la mort de Rabbi Akiva, la fin tragique de son existence où il a été torturé par les Romains, c'est comme ça qu'il est mort. Alors, est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera, quand il dit un jour ou l'autre, tu devras rendre des comptes, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, sans qu'il sache exactement de quoi il s'agit, une menace sur la fin tragique de Rabbi Akiva? J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos. En tout cas,
de toute façon, dit-il, tu seras obligé de rendre des comptes. Pourquoi tu seras obligé de rendre des comptes? Qu'est-ce qu'il a fait de grave, Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il a dit que c'était... Non, c'est pas comme ça. Il n'aurait pas dû. Im kilvarecha, parce que si tu as raison, et qu'en effet, celui qui a pris du bois, c'est Tzlofrad. HaTorah kissato vatam megaleoto. La Torah, elle ne dit rien. Elle n'a pas dit qui c'était. Elle a dit que c'était un homme. Il est resté anonyme. Et toi, tu viens et tu dis de quel homme il s'agit. C'est ce qu'on appelle chez nous du Lachon Hara. La Torah ne dit pas qui c'est. La Torah, elle dit on a trouvé un homme qui prenait du bois. Et toi, tu dis c'est Tzlofrad, Rabbi Akiva, mais tu fais du Lachon Hara. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça, c'est dans le cas où tu ne te trompes pas. Ça, c'est dans le cas où tu as raison. Vimlav, et si jamais tu te trompes, et si jamais ce n'est pas lui, et Tzlofrad n'a jamais pris du bois le jour du Shabbat, Ata motzi la'az aloto tzadik, alors c'est encore pire, tu es en train de dire du mal sur ce tzadik. Et à ce moment-là, c'est plus du lachon hara, c'est du motzi, shemra, c'est de la calomnie, tu dis du mal sur un tzadik. Ouais, sur un tzadik. Quel tzadik? Tzlofrad. Mais Tzlofrad, ce n'est pas un tzadik. C'est-à-dire que peut-être que Rabbi Akiva il se trompe et que Tzlofrad n'a pas pris du bois à Shabbat. Peut-être que Rabbi Yehuda ben Betera il a raison et que Rabbi Akiva se trompe. C'est-à-dire, enfin, tzadik il n'est pas. Là, il s'est un petit peu laissé emporter notre Rabbi Yehuda ben Betera. Il aurait dû dire à Rabbi Akiva de deux choses une, ou bien c'est du lachon hara, ou bien c'est du motzi shemra. Mais il n'aurait pas dû dire tu dis du mal d'un tzadik. Parce qu'un tzadik, il n'est pas. Il a fait une faute grave, il en est mort, même si ce n'est pas celle de couper du bois le jour du Shabbat. Et donc, si vous voulez, on a l'impression que Rashi, finalement, quelques centaines de siècles après, non, quelques centaines d'années, pardon, après, il fait comme Rabbi Yehuda ben Betera. C'est-à-dire, on a l'impression que les gens ici, que ce soit Rabbi Yehuda ben Betera ou que ce soit Rabbi Akiva, traitent notre fauteur, condamné à mort, quand même, de tzaddik. Et évidemment, ça demande explication. Pourquoi est-ce qu'on tient absolument à l'appeler tzaddik alors qu'il a fait une faute tellement grave? Mais le pire, si vous voulez, le pire, c'est la suite de la Gemara. Quand Yohan vient nous enlever, mais il va nous remettre tout de suite. Le pire, c'est la suite de la Gemara. Figurez que la Gemara ne se termine pas là. Elle ne se termine pas uniquement par le fait que Rabbi Yehuda ben Betera il fait la morale à Rabbi Akiva. Mais il continue. Alors d'abord, il y a la Gemara qui essaie de prendre la défense de Rabbi Akiva. Et la Gemara dit Ela ha gamar gzera shava. Mais qu'est-ce que tu veux de Rabbi Akiva? Il t'a bien dit qu'il avait une gzera shava. Il a écrit Bamidbar, Bamidbar. Comme ici c'est Tzlofrad, ici aussi c'est Tzlofrad. Ce n'est pas à lui. C'est le texte de la Torah, c'est la gzera shava. Oui, enfin. Apparemment, ça ne convainc pas Rabbi Yehuda ben Betera parce que, figurez-vous que les Gzerot Shavot, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas n'importe qui peut venir et dire voilà, je fais une Gzera Shava, il y a écrit ici Vayomer, il y a aussi écrit Vayomer. De la même façon qu'ici, on parle de la vache rousse, alors ici aussi, on parle de la vache rousse. Vous comprenez qu'avec ça, on peut aller très loin. Donc, les Gzerot Shavot, ce n'est pas des trucs qu'on peut faire comme ça, comme tu as envie, tu fais. Ce n'est pas comme les raisonnements, par exemple, Kalvachomer, a fortiori, que si déjà ça, alors tu peux en déduire ça. Ça c'est logique. Par contre, la Gzera Shava, ce n'est pas logique du tout. Et donc, les seules Gzerot Shavot qui sont autorisées sont celles qui ont reçu le label de la Gzera Shava. Il y a une liste de Gzerot Shavot qui ont été garanties, si vous voulez, par Moshe Rabbeinu. Et celles Gzerot Shavot-là sont en effet en force de loi. Les autres, non. Et celle-ci, celle de Rabbi Akiva, n'existe pas. Il a inventé Rabbi Akiva. Donc, ne me dis pas que c'est une Gzera Shava. C'est une Gzera Shava avec des guillemets, quoi. C'est une sorte de Gzera Shava que Rabbi Akiva a bien voulu nous inventer. Mais tu ne peux pas dire que c'est une Gzera Shava. Ça n'en est pas une officielle, en tout cas. Donc, Ela Hagamar Gzera Shava, il a donc appris ça d'une Gzera Shava. Réponse de la Gemara, mais non. Gzera Shava, lo Gamar. Ce n'est pas vraiment une Gzera Shava. Et alors, le pire, c'est la fin de la Gemara. La Gemara, elle pose la question sans doute à Rabbi Yehuda ben Betera. Elle dit mais alors si c'est pas si il s'est trompé Rabbi Akiva, ok, disons que c'est pas, il n'a pas coupé du bois le jour du Shabbat. Alors c'était qui finalement ce Tzlofrad? De quelle faute donc est-il mort? Pose la Gemara, mi vaya'apilu have. Il faisait partie des ma'apilim, de ceux sur lesquels il est écrit vaya'apilu, ils ont forcé. Alors, je suppose que vous vous rappelez tous de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est un passage, un épisode connu de l'histoire des Meraglim. En fait, si vous voulez, ça vient un petit peu après l'histoire des Meraglim. Donc, l'histoire des Meraglim, vous vous rappelez,
Voilà, ils ont visité le pays 40 jours, ils ont rendu le peuple hystérique, tout le monde s'est mis à pleurer, etc. Bon, vient Dieu et dit, si c'est comme ça, vous allez tourner pendant 40 ans dans le désert. Parfait. Là-dessus, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont pleuré toute la nuit, les gens, à cause du rapport alarmiste des Meraglim. Et comme vous le savez, c'était Tisha B'Av. C'est le premier Tisha B'Av de l'histoire. Et donc Dieu a dit, vous pleurez pour rien, un jour, vous pleurerez pour quelque chose. N'est-ce pas? Vous avez vu ça déjà la fois avec l'histoire des Meraglim. C'est un peu comme votre mère, enfin la vôtre, je ne sais rien, mais votre mère qui, quand vous pleuriez pour rien, quand vous étiez petit, elle vous mettait une bonne torgnole et puis elle vous disait, maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Alors ils ont pleuré pour rien, un jour ils pleureront pour quelque chose. Voilà ce que dit Dieu. Ça c'est Tisha B'Av, ok? Très bien. Le lendemain de Tisha B'Av, on est le 10 Av. Le lendemain vient, je ne sais pas, je me vois tout trouble là, tout d'un coup, là, qui s'est passé là. Vous voyez trouble aussi? T'as fait peur à la caméra quand tu as fait 10. Oh là là, mais quelle catastrophe. Oh là là. Bon, bref, c'est pas grave. Bon. On ne voit plus du tout. Hein? Tu vois plus du tout la caméra. Rallume, referme la caméra, je ne sais pas, la télé. Oh là là. Oh, voilà. Ah voilà, ça y est. Pas trop de blagues, la caméra n'aime pas trop les blagues. Non, c'est ça, ouais, je veux ça. Donc le lendemain, le 10 Av, il y a un groupe d'Hébreux qui vient voir Moshe et qui lui disent, Moshe, on a bien compris la leçon, on a fait une bêtise, on ne veut pas tourner 40 ans dans le désert, on n'a pas que ça à faire dans la vie, et bien nous, on va rentrer en Eretz Israël et on a fait tchouva. Voilà. Là-dessus, Moshe lui dit, écoutez les enfants, vous êtes gentils, mais c'est un peu tard, vous voyez, ça vous auriez dû le dire hier. Aujourd'hui, c'est trop tard. C'est trop tard, la xéra a été donnée, vous avez tourné pendant dans le désert, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, de toute façon, ça a été décidé, puis c'est comme ça. Vous connaissez les Juifs, hein, vous leur dites de rentrer en Israël, ils disent non, on leur dit bon, alors c'est comme ça, vous ne rentrerez pas, ils disent, ah si, alors si, alors justement oui. Et vous leur dites, pendant des années, vous dites, mais faites votre alia, et vous dites non. Et puis après, on vous dit, bon ben, les frontières du pays sont fermées parce qu'il y a le Covid, et là, tout d'un coup, il y a tout le monde qui veut venir. Ah, ben on veut venir. Ah ben oui, mais vous comprenez? Bon, c'est ce qui est arrivé. C'est l'esprit de contradiction, c'est simple, c'est qui fait le charme de notre peuple, comme vous savez. Donc, on va les appeler les Maapilim, ces gens. Donc, ils viennent donc voir Moshe et disent, on va quand même y arriver. Oh, il faut quand même qu'on y aille. Là-dessus, Moshe leur dit, écoutez, ça suffit déjà, vous avez fait assez de bêtises comme ça, hein, ce n'est pas la peine d'en rajouter. De toute façon, si vous y allez, vous allez faire massacrer, parce qu'il est hors de question que moi, je vienne avec vous, ni moi, ni l'Arche Sainte, ni personne. Et qu'est-ce qu'ils font, ces Maapilim, têtus comme ils sont? Ils y vont quand même. Ils se font massacrer. Il ne leur reste plus un seul. Massacrés par le Amaleki et le Kenaani qui les attendaient au tournant. Bien. C'est à ce moment-là que tout le monde se rend compte que c'est fini. C'est-à-dire on ne peut plus sortir de ce désert est réellement devenu une prison, quoi. On ne peut plus sortir. Bien. Alors, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, figurez-vous, notre Tzlofrad ferait partie des Maapilim. Donc lui, il dit à Rabbi Akiva, mais pas du tout, c'est pas le type qui a pris du bois le jour du Shabbat, tu n'importe quoi. En fait, il fait partie des Maapilim. Et là, Rabbi Akiva aurait dû dire à Rabbi Yehuda ben Betera ce que Rabbi Yehuda ben Betera a dit à Rabbi Akiva un instant avant. Il a dit, mais dis-moi, Yehuda, de deux choses l'une. Quoi qu'il en soit, un jour, tu devras rendre des comptes pour ce que tu viens de dire, parce que, ou bien tu as raison, il faisait partie des Maapilim. Est-ce que la Torah a dit, voici la liste des Maapilim? Non. La Torah n'a pas dit, elle a parlé des Maapilim, on ne nous a pas donné des noms, c'est pas qui fait partie de ces Maapilim-là. Donc la Torah a caché l'histoire et toi, tu le dévoiles, c'est ce qu'on appelle du Lachon Hara. Et si jamais, au pire des cas, tu as tort, alors c'est pire, c'est pas seulement du Lachon Hara, c'est du Motzi Shemra. Voilà ce que Rabbi Akiva aurait dû répondre à Rabbi Yehuda ben Betera. Et bizarrement, le texte du Talmud qu'on a lu ensemble s'arrête là. C'est-à-dire que Rabbi Akiva ne réagit pas et on passe à autre chose. Donc finalement, on arrive à la conclusion qu'il y a deux possibilités. Ou bien il faisait partie des Maapilim d'après Rabbi Yehuda ben Betera, ou bien il fait partie, ou bien c'est celui qui a pris du bois le jour du Shabbat. Mon avis à moi, c'est qu'il semble bien que Rabbi Akiva a plus ça marche plus avec Rabbi Akiva. D'abord parce qu'il y a en effet, il y a ce Bamidbar quand même. Mais je veux bien que ce ne soit pas une vraie Xera Shalom, enfin, c'est quand même une allusion. Et puis surtout, rappelez-vous, les filles disent Bechet Omet, il est mort par sa faute. Par sa faute.
Ça sous-entend qu'il s'agit d'une faute individuelle. Et la faute des Maapilim, c'est une faute collective. Par sa faute, ça veut dire qu'il a fait une faute tout seul, a priori. À moins que tu dises par sa faute, qui a été également une faute d'un certain collectif. Tu peux le dire, hein, c'est pas impossible de mettre ça dans le verset. Enfin, c'est un peu plus recherché que ce que dit Rabbi Akiva. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a ici deux réponses à la question qu'on s'est posée, qui était Tzlofred? Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Première possibilité, il faisait partie des Maapilim. Deuxième possibilité, c'est celui qui a pris du bois le jour du Shabbat. Très bien. Et en quoi ça résout nos questions précédentes? En quoi on comprend mieux pourquoi est-ce qu'elles ont parlé de la faute de leur père? En quoi est-ce que ça explique pourquoi est-ce que Rashi, d'une part, Rabbi Akiva, d'autre part, pense que ce Tzlofred est un tzaddik? Réponse. Et là, je ne sais pas combien est-ce qu'on est. Combien est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que je vois ici? 78. On est 78. C'est un peu trop, je trouve. 78. En plus, vous avez certains, vous êtes plusieurs. Je ne sais pas, on doit être une petite centaine là. Bon, mais écoutez, je suis un peu gêné parce que ce que je vais vous dire, ça doit rester entre nous. Ok? Ne le racontez pas. Ça doit rester entre nous, c'est un petit peu délicat. Il faut le dire quand même parce que c'est la vérité, mais c'est un peu délicat. En fait, voilà, il y a faute et faute. Il y a des fautes que c'est interdit de les faire, ok? Donc, tu demandes au rabbin, j'ai le droit, il te dit non, bon, c'est interdit, tu ne le fais pas. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu as transgressé, tu es un rachat. Il ne fallait pas le faire, ok? Tu l'as fait, tu es un rachat. Et puis, il y a une faute que c'est vraiment une faute, c'est-à-dire que tu n'avais pas le droit de le faire. Tu as demandé au rabbin, il t'a dit non, c'est interdit. Mais une fois que tu l'as faite, une fois que tu l'as commise, je ne peux pas dire que tu es un rachat. Je peux même dire que tu es un tzaddik. Mais ne le répétez pas. Vous comprenez pourquoi? C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'à ce moment-là, les gens ils vont dire moi, je vais faire des fautes. De toute façon, je serai considéré comme un tzaddik. Non, c'est délicat. C'est délicat, vous comprenez? Mais il est vrai que quelquefois, lorsque tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, eh bien, tu n'es pas un rachat, tu es un tzaddik. Ça dépend de quoi? Ça dépend dans quel état d'esprit tu le fais. On peut appeler ça Avera Lishma, Avera Leshem Shamaim. Quelqu'un qui fait une bêtise, mais il fait la bêtise Leshem Shamaim, pour la gloire de Dieu. Ça existe, ça, de faire des bêtises pour la gloire de Dieu? Ah oui, voilà, ça existe. Ça existe. C'est dangereux de dire ça. C'est dangereux, mais ça existe. Alors, prenons le cas de notre Tzlofred. Un Tzlofred, justement, c'est le cas d'école. C'est un type qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. D'ailleurs, il en est mort. Okay, donc, il n'aurait pas dû le faire. Mais une fois qu'il l'a fait, moi, Rabbi Yehuda ben Betera, moi, Rashi, je ne peux pas ne pas l'appeler tzaddik. Si Tzlofred, c'est le bonhomme qui a pris du bois le jour du Shabbat, pourquoi a-t-il pris du bois le jour du Shabbat? Il y a deux possibilités. Première possibilité, il avait froid et il voulait se chauffer. Mais attention, c'est pas comme aujourd'hui, tu transgresses Shabbat, il ne t'arrive rien. Là, on parle du désert, il y a un Beth Din présent sur place, dirigé par Moshe Rabbeinu lui-même, qui vient d'annoncer, il y a quelque temps avant, que celui qui transgresse Shabbat, eh bien, il est passible de mort, vous comprenez? Donc, le bonhomme, quand il prend du bois le jour du Shabbat, alors qu'il y a Moshe qui est à 500 mètres, okay, c'est quelqu'un qui sait qu'il va être tué. Alors, tu as deux possibilités. Le type, il avait vraiment très, très froid, vous voyez. Il avait tellement froid qu'il s'est dit, il vaut mieux mourir en ayant chaud que vivre en ayant froid. C'est une possibilité qui n'est pas très logique. Deuxième possibilité, et c'est sans doute ce que pense Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'a pas dit ça ouvertement. C'est une idée qui existe dans le Talmud, mais ce n'est pas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'a pas dit je pense comme ça, mais c'est le Baal Torah Tuima, celui qui a écrit la Torah Tuima, c'est un grand commentateur assez récent, il y a deux siècles. Eh bien, lui, il pense que c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Et en effet, c'est très logique. Il y a donc toute une lecture de celui qui a transgressé le Shabbat qui est la suivante. Nous sommes juste après, je vous dis que c'est dans la paracha de Shlach Lecha, c'est la paracha des Meraglim. Donc, il y a les explorateurs, il y a les Maapilim qui montrent que
il n'y a plus d'autres possibilités, et que, comme disait Astérix, cette pyramide sera votre tombeau, c'est en fait ce désert sera votre tombeau, vous ne pouvez plus en sortir, très bien, voilà. Je ne sais plus si c'est Astérix ou Victor Hugo, un des deux, l'un a copié sur l'autre, je ne sais plus. En tout cas, les gens comprennent qu'ils ne peuvent plus sortir du désert, c'est terminé. Okay, là-dessus, nous raconte le Midrash, là-dessus, les gens ont commencé à parler. Bon, ben, si nous sommes des morts vivants, si nous sommes des morts qui sont censés, en sursis, quoi, qui sont censés tourner jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien, mourir pour mourir, autant bien vivre en attendant. C'est-à-dire, ils se sont dit, ben, on va s'éclater, on va laisser tomber toute la Torah, surtout les trucs un petit peu gênants, du genre, vous savez, les interdits sexuels, les trucs comme ça. On va vivre comme on a envie. De toute façon, qu'est-ce qui peut déjà nous faire? Nous condamner à mort? On est déjà condamné à mort. Vous savez, c'est comme dans ces fameuses prisons où les plus dangereux, c'est évidemment les condamnés à mort. Ils n'ont plus rien à perdre. Ou même ceux qui sont en prison à perpétuité. De toute façon, ça c'est une vie, ça. Voilà. Alors, si déjà, bon, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais ça, c'est très, très grave, ça. Parce que imaginez qu'en effet, ils mettent ça à exécution, c'est-à-dire qu'ils commencent à se comporter n'importe comment et n'importe quoi. C'est très grave. D'abord, c'est grave pour eux, bien sûr, mais c'est grave aussi pour nous, parce que cette génération, c'est la génération qui est sortie d'Égypte. Vous comprenez, c'est la génération qui a vu les 10 plaies, qui a vu le peuple englouti dans la mer, qui a vu Pessah, le vrai Pessah, le premier Pessah de l'histoire. C'est des gens qui ont reçu la Torah. Ils ont été témoins de Anochi Hashem Elokecha. Vous comprenez, tout notre judaïsme, il est basé sur le témoignage de ces gens-là. Si on n'y croit pas à ce que ces gens-là nous ont raconté, si on ne croit pas à leur témoignage, il n'y a plus de judaïsme. Et donc, il est fondamentalement important que cette génération en particulier soit composée de gens en qui on peut faire confiance. Imaginez que ce qui est en train de leur passer par l'esprit, c'est-à-dire que maintenant, de toute façon, on va mourir, autant faire n'importe quoi, n'importe comment, imaginez qu'ils auraient mis ça à exécution. Cette génération aurait été la pire génération de l'histoire, et alors le judaïsme aurait été ébranlé dans ses fondements. Là-dessus, passe un bonhomme, que d'après Rabbi Akiva, c'est le Tzlofrad. Mais même si ce n'est pas le Tzlofrad, en tout cas, il y a un bonhomme qui passe, et qui entend tout ça, et qui a très peur. Il se dit, il faut absolument faire quelque chose pour que ce peuple reste le peuple de la Torah, de la dignité et de la morale, malgré tout. Et la seule possibilité qu'il a trouvée, c'est de se sacrifier pour les autres. Je vais prendre du bois le jour du Shabbat, je vais évidemment me faire surprendre et je ferai tout pour être condamné à mort. Et mon but à moi, c'est qu'on me tue. Et vous savez que pour tuer quelqu'un, pour condamner quelqu'un à mort, que ce soit pour Shabbat, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, chez nous, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'il y ait 2 témoins, il faut que les témoins soient présents au moment du forfait et que les témoins disent au bonhomme qui est en train de commettre le forfait, est-ce que tu sais que c'est interdit? Et le type doit répondre, oui, je sais que c'est interdit. Après, les témoins doivent dire, est-ce que tu sais que si tu le fais, tu risques de mourir? Et le bonhomme dit, oui, je sais. Et s'il ne dit pas ça, s'il n'y a pas de témoins qui sont à côté, etc., eh bien, on ne peut pas le condamner à mort, vous comprenez? Donc, si le bonhomme, finalement, il a été, oui, condamné à mort, c'est donc que tout ça s'est passé dans les règles. Ce qui tend à prouver qu'en effet, ce n'était pas du tout pour se chauffer qu'il est allé cuire du bois, qu'il était allé prendre du bois, mais c'était pour montrer que yesh din, yesh dayan, que même dans la situation, dans le désert dans lequel ils étaient, il y a une loi, il y a un juge, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'ils ont dit, de toute façon, on va tous mourir. Ouais, mais de toute façon, on va tous mourir, mais ce n'est pas la même chose de mourir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que de mourir tout de suite maintenant parce que tu as fait une bêtise. Et ce que le bonhomme voulait faire, c'est leur montrer qu'en effet, c'était comme ça que ça risquait de se passer. Et c'est vrai que depuis que le bonhomme a été tué, on n'entend plus réellement de grandes menaces, de grandes révoltes, à part celle de Korach, et puis voilà. Et après, pendant 38 ans, il ne se passe plus rien du tout. Donc, en fait, le peuple, la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte sont restés, heureusement pour nous, des gens bien, des gens propres, des gens qu'on appelle en général chez nous le Dor Dea, c'est-à-dire la génération de ceux qui ont quelque chose qui ont compris quelque chose, qui ont quelque chose à nous transmettre, vous voyez. Comment dira le prophète plus tard, au nom d'Hachem, il dira, à propos de cette génération, Zachar Tilach,
Chesed Neoraïr. Je me souviens, dit Dieu, de la bonté que tu m'as fait lorsque tu étais tout jeune. Lechter acharai bamidbar be'eretz lo zroa. Que tu m'as suivi dans le désert, dans cette terre qui n'était pas semée, qui ne produisait rien du tout, et sous-entendu, et tu n'as pas bronché, et tu t'es bien conduit, et tu n'as pas fait n'importe quoi, n'importe comment, et kol hakavod. Et en fait, d'après Rabbi Akiva, et d'après cette manière de lire les choses, si le bonhomme n'avait pas fait ce qu'il a fait, s'il avait pris du bois du Shabbat, eh bien, finalement, ça aurait pu être une catastrophe. Autrement dit, le bonhomme s'est sacrifié pour le peuple. Alors, quand Rabbi Akiva dit, le type qui a pris du bois, c'est Tzlofrad, pour lui, pour Rabbi Akiva, ce n'est pas du Lachon Hara, c'est encore moins du Motzi Shem Ra, ce n'est pas de la calomnie. C'est parce qu'il considère que le bonhomme est un tzaddik. Et c'est sans doute de la même manière que les filles le considèrent. Notre père, Tzlofrad, il ne faisait pas partie de la bande à Korach. Il est mort de sa faute. Et tu sais très bien de quelle faute il s'agit. Il a pris du bois le jour du Shabbat. Il s'est sacrifié pour les autres. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir son nom dans le cadastre d'Eretz Israël? Là-dessus, Rabbi Yehuda ben Betera, il dit Rabbi Akiva, j'y crois pas trop à ton histoire de Mekoshesh Etzim. Pour moi, le Mekoshesh Etzim, c'est un bonhomme qui avait un Yetzer Hara d'avoir du bois chez lui. Il pensait sans doute qu'on n'allait pas le voir, je ne sais pas. Non. Moi, je ne pense pas qu'il a fait ça à l'Echem Shamaim. Alors, Rabbi Yehuda ben Betera, alors c'était qui le Tzlofrad alors? Moi, je pense qu'il faisait partie des Maapilim. Et pour les Maapilim, ça me semble, pense Rabbi Yehuda ben Betera, ça me semble être en effet une faute, mais une faute qu'après coup, je ne peux pas les considérer comme des Réchaïm. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que les Maapilim? C'est des gens qui sont venus voir Moshe et qui ont dit, OK, on a fait une faute, les Seder, on n'aurait pas dû pleurer. Comme des hystériques, quand on a entendu le rapport des Meraglim, d'accord, les Seder. Mais maintenant, on a fait tchouva. Maintenant, on veut rentrer en Eretz Israël quand même. Et Moshe leur dit, n'y allez pas. Si vous y allez, c'est trop tard, vous allez mourir. Et les Israël disent, enfin les Maapilim disent, on y va quand même. Est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'ils auraient pu, à eux seuls, libérer tout Eretz Israël, conquérir tout Eretz Israël? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Alors, pourquoi est-ce qu'ils y vont? Eh bien, ils y vont parce qu'eux aussi se sacrifient pour le peuple. Parce qu'ils se disent mourir pour mourir, autant mourir pour quelque chose, les armes à la main, en montrant l'amour qu'on a pour la terre d'Israël. Et mourir comme ça, c'est pas comme mourir en tournant en rond dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pas la même chose. Et c'est pas qu'on pense qu'on va vivre, on sait qu'on va mourir, mais on veut montrer au monde qu'il y a deux formes de mort et que la deuxième n'est pas la même que la première. On se sacrifie pour une idée importante. Rabbi Yehuda ben Betera dit, Tzlofrad faisait partie des Maapilim. C'était un de ceux-là. C'est pour ça qu'il est considéré comme un tzaddik par ses filles, et c'est pour ça que Rabbi Akiva ne lui dit pas, Rabbi Yehuda ben Betera, oui, mais de deux choses l'une, ou bien tu dis la Shonara, ou bien tu dis parce que Rabbi Akiva, il a bien compris l'idée de Rabbi Yehuda ben Betera. Peut-être qu'il la partage, peut-être qu'il la partage pas, mais en tout cas, il lui pose pas la même question parce qu'il sait que sans doute qu'il y a quelque chose dans les Maapilim qui fait que cette faute, finalement, c'est une faute qui est interdite de faire. Attention, c'est interdit. Mais une fois que tu l'as fait, je ne peux pas te considérer comme un rachat puisque tu t'es sacrifié pour le peuple. Prenez cette année maudite de 1943 à Pessah, à Varsovie. Ceux qui restent dans le ghetto se soulèvent. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que, s'ils avaient demandé au rabbin du coin, est-ce que le rabbin leur aurait dit « allez-y » ? Alors, premièrement, ils ont demandé à des rabbins, a priori, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont commencé tellement tard, parce que je suppose, on a même quelques preuves que ce n'était pas évident. Il y a des rabbins qui disaient oui, des rabbins qui disaient non. Pourquoi non? Et parce que c'est vrai que le ghetto est en train d'être vidé de ses habitants et qu'ils partent maintenant, on le sait, on est en 1943, ils partent vers quelque chose qui s'apparente certainement à la mort dans un avenir plus ou moins proche. Mais si tu te révoltes, la mort, tu la rapproches encore plus parce que tu n'as absolument aucune chance
de vaincre les Allemands à Varsovie en 1943. Tu ne vas pas les chasser du ghetto. Tu ne vas pas les chasser de Varsovie. Tu ne vas pas libérer l'Europe. Tu vas simplement mourir plus vite que si tu t'es resté simplement en état et tu aurais été déporté. Si tu es déporté quelque part, et si tu as la chance qu'on ne te tue pas tout de suite, alors tu as des chances de survivre. Peut-être que les Russes arriveront, peut-être que la guerre se terminera, etc. etc. Alors, est-ce que j'ai le droit de me révolter à Varsovie? Je ne suis pas rabbin, je ne sais pas exactement la réponse. Mais en admettant que les révoltés de Varsovie n'avaient pas le droit de se révolter d'après la halakha, en admettant, une fois qu'ils l'ont fait, nous savons pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que quelqu'un pourrait les traiter de Rechaïm, Chaz v'Shalom? Ce sont les tzadikim. Ce sont des tzadikim. Ils se sont sacrifiés pour une idée importante, pour montrer au peuple quelque chose. C'est interdit peut-être, mais une fois qu'ils l'ont fait, c'est des tzadikim. Prenez un autre exemple, prenez Masada. Nous sommes en 73, sur le rocher de Masada, il n'y a plus d'espoir, les derniers défenseurs décident de se donner la mort et le dernier de se suicider lui-même. Est-ce qu'ils ont le droit? A priori, non. Depuis quand on a le droit de se suicider? Oui, mais si jamais ils ne le font pas, alors ils vont être pris en esclaves comme leurs frères juifs. Et il sera dit dans l'histoire, avec un grand H, que les Juifs sont morts ou ont été humiliés ou ont été vendus en esclavage sur les rues de Rome, mais ils ne se sont pas réellement révoltés jusqu'au bout. Alors nous, à Masada, on va se révolter jusqu'au bout dans un cri héroïque parce qu'on va se suicider, on va se sacrifier pour montrer quelque chose au peuple. Ouais, on n'a pas le droit, possible, mais on le fait quand même. Et maintenant qu'on l'a fait, est-ce que dans la conscience d'Israël, les gens de Masada sont des Rechaïm? Chaz v'Shalom. C'est les tzadikim. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des fautes qui sont absolument interdites à commettre, mais qu'une fois que tu l'as fait, que tu l'as commis, cette faute, moi, je ne peux pas te considérer comme un rachat, même si c'était interdit. C'est interdit l'echatrila, c'est interdit a priori. Mais a posteriori, puisque tu t'es sacrifié pour le peuple, comment ne pas voir en toi un véritable tzaddik? Je me rappelle que, de façon un peu moins tragique des exemples que je viens de vous donner maintenant, beaucoup plus proche de nous, j'avais un ami très proche qui avait fait son aliyah à peu près en même temps que nous, et c'était l'époque de Yamit. Alors les plus anciens d'entre vous se rappelleront peut-être, Yamit, c'était une partie du Sinaï que Begin, dans les accords de paix avec l'Égypte, Sadat avait insisté pour que tout le Sinaï soit rendu jusqu'au dernier grain de sable. Et Begin avait fini finalement par accepter. Or, il y avait des agglomérations qui avaient été créées dans le Sinaï, proches d'El Arish, enfin proches de chez nous, et en particulier, il y avait cette fameuse ville qui était extraordinaire, qui est celle de Yamit. Et mon copain était à l'armée justement à ce moment-là. Et il écrit à son rave, qui est également le mien, et il lui dit, écoutez, on me demande l'ordre de déloger les Juifs de Yamit. Écoutez, je n'ai pas fait mon aliyah pour déloger des Juifs de chez eux. Si je n'avais pas été sous les drapeaux, je serais sans doute de leur côté. Et donc, j'ai un grand problème de conscience, quoi. Est-ce que je dois ou je ne dois pas désobéir à l'ordre qui vient de m'être donné? Là-dessus, le Rav Votchko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Zichrono Livracha, le père de l'actuel Rav Votchko, le Rav Votchko répond, mais voici ma réponse ilchatique. Et il donne une grande réponse avec des références qui montrent qu'en effet, un soldat ne doit pas désobéir aux ordres qu'il reçoit. Et une fois qu'il termine sa démonstration ilchatique et qu'il signe Moshe Votchko, il rajoute après, ceci, ce que tu viens de lire, c'est la réponse de la halakha. Mais qui t'a demandé de me demander qu'est-ce que la halakha a à dire là-dessus? Qui t'a demandé de me demander? Et alors à ce moment-là, mon copain croit comprendre que son rabbin aurait bien aimé qu'il transgresse la halakha sans lui demander. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a refusé l'ordre. Il a été mis en prison à cause de ça. Okay.
qui a d'ailleurs regretté quelques temps après, parce que quelques temps après, regardez comme l'histoire est faite, quelques temps après, on est en 1982, c'était la première guerre du Liban. Et dans cette première guerre du Liban, c'est absolument le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que Arafat, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était encerclé donc à Beyrouth et tout ça, et pour que Arafat cède, alors Saad faisait pression sur Beyrouth. Et de temps en temps, on coupait l'eau, de temps en temps, on remettait, etc., jusqu'à ce qu'Arafat cède, et puis finalement, grâce à la France, finisse par partir à Tunis. Et il y avait à ce moment-là des soldats qui pensaient que c'était un scandale de faire pression sur une population civile, sous prétexte qu'on voulait faire pression sur le terroriste qui s'y trouvait. Et il y en a même un connu, un gradé, qui a ostensiblement quitté l'armée en pleine guerre pour ça. Et mon copain qui était là-bas, celui qui avait refusé l'ordre à l'époque de Yamit, il était là-bas et puis il disait à ses copains qui pensaient comme ça, il disait, mais enfin, c'est quand même scandaleux, on ne refuse pas des ordres. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, ça vous ferait dans le civil, mais là maintenant, il y a un ordre, il y a un ordre. Et les copains lui ont dit, hé, c'est toi qui parles, c'est pas toi qui as refusé l'ordre à l'époque quand ils étaient chez Yamit. Et je me rappelle que mon copain m'avait dit à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être que j'ai quand même fait une bêtise, j'aurais peut-être pas dû. Peut-être pas dû. Bon, enfin, en laissant ça tomber, ce n'est pas exactement le même cas que ce qu'on est en train de parler maintenant, mais ça ressemble un petit peu quand même. C'est-à-dire, il y aurait sans doute des choses qui sont interdites de faire d'après la halakha stricte, mais qu'une fois que tu l'as faite, quand il s'agit, attention, il s'agit de quelqu'un qui se sacrifie pour le bien du peuple, pour apprendre quelque chose au peuple. Okay, il faut bien faire attention parce que je me rappelle qu'une fois, on avait discuté de ça avec quelqu'un qui m'a dit « Ah, alors le type qui a assassiné Rabin, alors c'est un sadique. » Comment tu es arrivé à cette conclusion, toi ? Ben oui, puisque lui, il l'a fait, pour lui en tout cas, c'était pour sauver le peuple. Oui, mais ça n'a rien à voir. Lui, il était là à assassiner quelqu'un. Assassiner quelqu'un, ça c'est tout à fait… Là, on parle de quoi ? On parle de gens qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Bah, à sacrifier quelqu'un d'autre pour les autres. C'est vrai. Donc, soit c'est les Ma'apilim, soit c'est le ramasseur de bois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour les autres. Alors, vous comprenez pourquoi les filles de Tzofrat sont des filles intelligentes. Parce que ce qu'elles disent, en fait, c'est quelque chose de très profond. Elles disent à Moshe, écoute, la vérité, on a un problème d'halakha. Mais tu sais quoi ? Ce problème d'halakha, on ne serait même pas venu te le présenter si notre père avait fait partie de la bande à Korach. Mon père, il ne faisait pas partie de la bande à Korach, parce que Korach, c'est le contraire. Korach, c'est un type qui est prêt à sacrifier le peuple pour lui-même. Alors, si mon père avait fait partie de la bande à Korach, même si au niveau de la halakha, j'aurais peut-être eu le droit d'avoir une part de l'héritage de mon père, mais jamais on n'aurait osé venir te le demander. Comment notre père, faisant partie de la bande à Korach, il voulait sacrifier le peuple pour lui-même, il n'a aucun droit à ce que son nom figure dans le registre d'Eretz Israël. Mais notre père ne faisait pas partie de la bande à Korach, mon cher Rabbeinu. Notre père est mort de sa faute, et tu sais très bien de quelle faute je parle. Bon, lui, il savait, mon cher, nous, on ne sait plus très bien. Mais lui, il savait. Il savait, soit c'était le ramasseur de bois, soit c'était les Ma'apilim. Mais en tout cas, que ce soit ça ou que ce soit ça, que Rabbi Akiva ait raison ou Rabbi Yehuda ben Bettera ait raison, de toute façon, Moshe sait très bien que Tzofran, il s'est sacrifié pour les autres. Donne-nous une part d'Eretz Israël. Est-ce que quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, est-ce qu'il serait normal que lui seul, son nom ne soit pas inscrit dans le cadastre d'Eretz Israël? Chachmaniot, notre Tzofran, elles nous apprennent quelque chose de très important. On ne peut pas prendre possession d'Eretz Israël si on n'est pas prêt à sacrifier une part de soi-même pour la collectivité. Ça ne marchera pas. Alors, on est tous en train de sacrifier quelque chose pour la collectivité. Je parle de ceux qui sont présents en Eretz Israël. Certains sacrifient, comme mes élèves de Chemdat Daron, par exemple, sacrifient les relations avec leurs parents, avec leur famille. Ils ont coupé les ponts. Bon, pas définitivement, parce qu'il y a WhatsApp et il y a je ne sais pas quoi, mais quand même, ils ne sont pas présents. Okay, donc, ils ont sacrifié une bonne partie de leur vie familiale. D'autres qui font leur aliyah un peu plus tard sacrifient certainement une partie de leur parnassa. On ne gagne pas obligatoirement la même chose ici que là-bas. Et puis d'autres font le sacrifice suprême. Ils sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Mais si tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose de ton bien-être
pour la collectivité, comment tu veux pouvoir vivre et survivre dans ce pays? C'est impossible. C'est ce que les Bnot Sofra nous enseignent. C'est pour ça que Rachid dit Emchibevu et haaretz. C'est-à-dire, ils ont compris d'où vient la chibat haaretz. Chibat haaretz, ça veut dire l'amour que j'ai du pays est tel que je sais que je suis prêt pour pouvoir y vivre, à sacrifier une partie de moi-même pour les autres. Sans ça, quelle part d'Eretz Israël je pourrais réellement réclamer pour mon père Sofrad? Voilà ce que disent les Bnot Sofrad, et c'est pour ça que cette histoire des Bnot Sofrad est une histoire qui est pour nous très importante, parce qu'elle nous apprend quelque chose de très vrai, qui est encore vrai aujourd'hui. Cet esprit de sacrifice indispensable pour qu'on puisse prendre réellement possession de la chouza d'Eretz Israël. Avant de terminer, je sais qu'il est tard, avant de terminer, je vais juste dire un petit truc, parce que je ne peux pas ne pas le dire quand on parle des bains à Pilim. Vous savez, dans les grandes villes d'Israël, à Netanya, à Tel Aviv, à Jérusalem, il y a toujours une Rechov Amapilim. Vous avez remarqué, une Rechov qui s'appelle Rechov Amapilim. Si vous posez la question à l'Israélien, c'est quoi ce Rechov Amapilim? C'est au nom de qui? Ils ne vous diront pas c'est à cause des Mapilim de l'époque de Moshe qui ont voulu forcer le blocus, l'interdiction de Moshe et de rentrer malgré tout en Eretz Israël et qui se sont fait tuer par Amalek et par Canaan. Non, parce que les Mapilim de nos jours ont une autre connotation historique. Qu'est-ce qu'on appelle les Mapilim de nos jours? Les Mapilim de l'histoire contemporaine d'Israël, ce sont tous ceux qui ont voulu rentrer en Eretz Israël malgré le blocus britannique. Ce qu'on appelle la Aliyah bête, la Aliyah illégale, les bateaux, l'Exodus et les autres bateaux, certains qui ont réussi à arriver jusqu'au rivage d'Eretz Israël, d'autres qui ont été refoulés par les Anglais jusque dans les camps de Chypre ou même d'Europe, comme pour l'Exodus, et d'autres qui ont malheureusement coulé en mer parce qu'ils n'étaient pas faits pour transporter tant de réfugiés, ou parce que quelqu'un a malencontreusement lancé une grenade ou un petit obus, comme ce fut le cas pour le Patria, pour le Shtrouma, etc. C'est-à-dire que les Mapilim, c'est toute cette épopée de Juifs qui ont voulu rentrer en Israël malgré l'interdit. Et c'est pour ça qu'on les appelle aujourd'hui les Mapilim, au nom des Mapilim de l'époque de Moshe. Il y a un très joli commentaire, je m'arrêterai là, un très joli commentaire du Tzidkat Tzaddik. Vous savez qui c'est le Tzidkat Tzaddik? C'est le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Un grand monsieur. Et voilà ce que dit le Tzidkat Tzaddik. Vehem lo itzlichu bezeh. Je demande à Yohan de nous mettre la dernière partie. Vehem lo itzlichu bezeh. Et les Mapilim, il parle des Mapilim. Lo itzlichu bezeh. Ils n'ont pas réussi à rentrer en Eretz Israël. Mais pnei shachlu apaga parce qu'ils sont venus trop tôt. Ce n'était pas encore le moment. Que la chutzpah n'est bonne qu'à l'approche du Mashiach. Là, c'est trop tôt. Ils ont eu la chutzpah de vouloir aller contre la vie de Moshe. Ce n'était pas encore le moment. Mais à l'époque du Mashiach, c'est en effet le moment de la chutzpah. Amar Moshe, et c'est pour ça que Moshe leur a dit au Mapilim, et celle-là ne marchera pas. Vous savez, il aurait dû dire, et ça ne marchera pas. Et quand ils ont dit, on veut quand même rentrer en Israël, il aurait dû dire, mais ça ne marchera pas. Au lieu de dire, ça ne marchera pas, il dit, et celle-ci, vehi lotitzlach, et celle-ci ne marchera pas. Or, nous savons très bien que chaque fois qu'il y a écrit vehi, vehu, ça veut dire celle-ci ne marchera pas, mais une autre marchera. Regardez ce que dit le Tzidkat Tzaddik, c'est incroyable ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'il est en train de faire une grande prophétie sans même savoir qu'il prophétise. Regardez ce qu'il dit. C'est pour ça que Moshe a dit, et celle-ci ne marchera pas. C'est sans doute une bonne idée, mais ça ne marchera pas. Pour l'instant, celle-ci, pas une autre. Il y aura, le temps viendra, chez Matzliach, où les Mapilim réussiront. Et c'est notre époque, chez Ikve de Meshicha, qui est l'époque des traces des pas du Mashiach, dit-il, un peu plus de 100 ans avant les Mapilim que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, le Tzidkat Tzaddik est en train de nous dire qu'un jour viendra où les Mapilim réussiront et qu'à l'époque ça n'a pas marché, contre Moshe ça n'a pas marché, contre les Anglais ça marchera. C'est-à-dire, même si certains Mapilim seront obligés de se sacrifier pour le peuple, mais finalement, l'épopée des Mapilim finalement a marché, puisque grâce à eux,
Certains disent essentiellement grâce à eux. Ça, c'est des querelles d'historiens. Qu'est-ce qui est réellement a provoqué le départ des Anglais? Mais certains disent grâce à l'Exodus, grâce à eux, grâce à cette Messirut Nefesh de ce peuple qui a voulu rentrer envers et contre tout, envers et contre tous. Grâce à ces Maapilim, finalement, les choses sont arrangées de la meilleure manière possible. Et moi, la vérité, je vais vous dire, chaque fois que je passe devant Rehov HaMaapilim, chaque fois que je passe devant la rue des Maapilim, que ce soit à Jérusalem, à Tel Aviv ou à Netanya, je me dis, voilà, finalement, ce n'est pas seulement pour les Maapilim de l'épopée de 40 à 48, mais c'est aussi le Rehov HaMaapilim, une rue en l'honneur des premiers Maapilim, les Maapilim de l'époque de Moshe, qui, c'est vrai, n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait. Mais puisqu'ils l'ont fait, ils méritent bien une rue à leur nom en Eretz Israël, parce que Eretz Israël sait reconnaître et honorer ceux de ses enfants qui ont été prêts à se sacrifier pour l'ensemble de la collectivité. Passez une excellente soirée et pour ceux qui jeûnent encore, une bonne fin de jeûne. Toda Rabba, merci beaucoup. On est en direct, chers amis. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser vos questions. Merci. Il y a une question de Michael. Michael Picard, tu veux nous dire la question? Kodem Kol Erev Tov, et merci beaucoup au Rav Elikling pour cet excellent shiur, comme d'habitude. J'ai simplement voulu proposer une idée, mais enfin, l'idée du Rav Kling, et c'est l'idée force du shiur, mais dire que peut-être que Rabbi Yehuda ben Betera pense que Tzlofrad fait partie des Mapilim, parce que dans les chromosomes de la famille, on voit cet amour d'Eretz Israël, cet amour fou puisque ses filles se battent pour avoir une part en Eretz Israël. Donc, c'est ce que je voulais dire. Michael, je ne te vois pas, tu es vraiment Michael, quoi. Tu es Michael Picard, le Michael Picard. Michael Picard. C'est le vrai. Je suis là. On a reconnu la barbe, on a reconnu la barbe. Attends, parce que je ne te vois pas. Je suis là, je ne me cache pas. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Bien, Il y avait une autre question. Ouais. Il y a M. Tring qui nous demande, est-ce que tu mets Pinchas dans le même cas, qui est des transgresseurs, qui vient intervenir pour le bien collectif? Voilà la question. Ouais, voilà la question qu'il ne fallait pas poser, que je redoutais énormément. Alors, je pensais qu'on allait terminer la soirée gentiment sans parler de Pinchas, vous voyez. Mais puisqu'on en parle, écoutez, Pinchas, c'est un problème très, très spécial. Très spécial. C'est très dangereux. Pinchas, c'est encore plus dangereux que ce que je suis en train de vous dire maintenant. Parce que Pinchas, lui, contrairement à toute l'idée du shiur, que lorsqu'on se sacrifie pour autrui, alors il y a une autre manière, on est obligé de nous regarder différemment, c'est-à-dire, ouais, mais Pinchas, lui, c'est pas qu'il s'est sacrifié, hein, il a fait justice. Il est allé prendre une broche, il a embroché les gens là-bas. Et là, c'est déjà beaucoup plus problématique. Or, il faut bien reconnaître que Dieu lui-même dit Ouah, Pinchas, ici, le Tramati, mal ben Israël, c'est-à-dire, on a l'impression que Dieu donne pour Pinchas une sorte de certificat de cacheroute qui est très problématique en fait, parce que c'est encore plus dangereux que ce que je vous ai dit, parce que ça veut dire que n'importe qui peut se dire ah bah pourquoi pas. Oui, mais enfin n'importe qui n'est pas Pinchas. N'importe qui n'est pas Pinchas, et sans doute que ce qui est vrai pour Pinchas n'est pas obligatoirement pour les autres, mais c'est un sujet délicat, un sujet très glissant, et en fait on ne peut pas le régler. Je dis ça histoire de noyer le poisson, mais c'est vrai qu'on ne peut pas régler ça en 2 minutes. En fait, il faudrait étudier l'histoire de Pinchas dans le détail, qu'est-ce qu'il a vraiment fait, qu'est-ce qui a été dit sur ce qu'il a fait, et voir un petit peu les nuances pour un petit peu, si vous voulez, désamorcer la bombe à retardement que risque d'être l'enseignement de Pinchas si on n'y prend pas garde. C'est un sujet très, très délicat. Je sais que je n'ai pas répondu à la question, mais bon, c'est une manière de dire quelque chose. Autre chose. Intervention. Et ben voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de la soirée. À moins que
Écoutez, ce que je voulais vous dire en tout cas, je ne sais pas qui je parle, je ne sais pas si vous êtes en France ou en Israël pour la plupart d'entre vous, mais sachez que ce jeudi-là qui vient, à Marseille, il y a le salon de l'Aliyah, où Chemdat Adom sera représenté. C'est pour les jeunes gens et les jeunes filles. Pour moi, c'est pour les jeunes filles, mais pour les jeunes filles qui voudraient venir en Israël pour un an, au moins, pour commencer après le bac. Si vous avez des connaissances donc à Marseille, envoyez-les à ce salon de l'Aliyah. Vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux, un peu partout, à Marseille. Et ça, c'est pour jeudi. Et dimanche, toute la journée, porte de Charenton, pour les Parisiennes et pour les Parisiens. Donc, Chemdat Adom, bien sûr, sera représenté, mais tout le monde est cordialement invité. Et d'ailleurs, je signale à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore participé à la campagne de dons pour Chemdat Adom, pour les jeunes filles qui n'ont pas d'argent, pas suffisamment d'argent pour pouvoir venir l'année prochaine, que même si la campagne est officiellement terminée, la campagne d'Allodon reste ouverte et on peut encore continuer. Suite, taper Allodon, chercher Chemdat Adom, moitié de Chemdat, et donc continuer à participer. C'est très important. Franchement, c'est très important. C'est important. Pas pour Chemdat Adom, parce que Chemdat Adom fonctionnera quel que soit le nombre de filles qui viendront, mais c'est important pour ces jeunes filles. J'en connais, je les ai vues, je leur ai parlé, des filles qui meurent d'envie de venir et qui savent que, j'en ai eu qui m'a téléphoné la dernière fois, famille nombreuse, les parents n'ont pas de quoi terminer le mois, etc. Hors de question qu'elles payent ce que coûte le programme. On a besoin de les aider, ces gens-là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne peux pas avoir la chance de faire ce que les Bnot Tzlofrad ont tellement voulu faire, c'est Tna la Noachouza. Laisse-nous la possibilité de pouvoir au moins goûter de ce que représente la vie en Eretz Israël. Rav, je rappelle aussi qu'on aura l'occasion de te revoir cette semaine, parce que tu as accepté de parler d'Herzl. Tu te rappelles? Ouais. Oui. Ah oui, absolument. Absolument. C'est mardi soir. C'est quand ça, mardi soir, tu dis? Ah, d'accord. Mardi soir, on fait la Haskara de Herzl. Ouais. Et le Rav Kling nous donnera un petit quart d'heure, 20 minutes sur sa vision. On aura Laura Fison également et d'autres intervenants. Top. Puisque tu as voulu sauter la semaine dernière, tu n'étais pas avec nous, cette fois, 2 fois. Je suis là 2 fois, très bien, d'accord. Je saurai pour la prochaine fois. D'accord, très bien. OK. Portez-vous bien, les